Bonjour à tous, nouvelle émission de Putsch Live aujourd'hui. Nous recevons Gérard Delépine, c'est le mari de Nicole Delépine. Gérard Delépine est chirurgien. Hop. Et nous allons recevoir donc effectivement pour cette émission, on va faire un peu le point. Bonjour docteur, je vous me présente déjà. Vous êtes Gérard Delépine, vous êtes le mari de Nicole Delépine. C'est vous aujourd'hui qui allez officier en tant que chirurgien, oncologue et statisticien. Donc ça c'est intéressant aussi de savoir ce qui va en être. Première question, le déconfinement, vous en pensez quoi, docteur? Là, c'est un faux déconfinement. C'est un carcan. Les mesures édictées constituent un carcan pour prolonger un confinement un peu plus soft, un peu moins dur. Mais c'est tout aussi stupide. Le confinement a été responsable de très nombreuses surmorts. Des morts d'abord par les mauvais résultats sur l'épidémie elle-même, puisque si on compare nos chiffres de mortalité en France par rapport aux mortalités des gens qui n'ont pris pratiquement aucune mesure, que ce s'agisse des Pays-Bas ou de la Suède, nous avons 50% de mortalité supplémentaire par rapport à rien. Donc le confinement a été une catastrophe du point de vue sanitaire, mais c'est aussi une catastrophe du point de vue maladie collatérale. Je veux dire, là, hier, les syndicats de chirurgiens et de cliniques privées ont rappelé qu'il fallait arrêter absolument le plan blanc, qui est la base du confinement, qui bloque toutes les cliniques et qui a empêché le traitement des maladies avec des mortalités qui augmentent et des traitements qui ne sont plus suivis, des malades qui ne sont plus opérés. Donc, le confinement a été une catastrophe et les mesures qui sont prises actuellement prolongent. On n'a pas entendu de pression du plan blanc pour les cliniques privées. Voilà. Docteur, c'est bon, vous m'entendez? Oui. Bon, mais très bien. Alors, excusez-moi. Ah oui, je vous entends très bien. Ah ben formidable. Alors, excusez-moi, je vous repose la question parce que ça a coupé immédiatement. On n'a pas entendu, vous faisiez le comparaison entre les stratégies sanitaires des pays et le nôtre. Et il n'y avait pas plus de morts chez ceux qui n'avaient pas fait le confinement. Et finalement, chez nous, on a confiné tout le monde depuis le 16 mars ou depuis le 16 mars, je crois, c'est ça. Hein. Oui, alors je me fixe sur uniquement les faits reconnus par l'OMS. Et donc, je peux vous donner, il y a schématiquement 3 types de politiques qui ont été adoptées par les différents pays. D'une part, il y a des pays qui ont fait un minimum de choses. C'est-à-dire qu'on dit ne vous réunissez pas dans les sex clubs, dans les cafés bondés et les boîtes. C'est le cas de la Suède et des Pays-Bas. Ces pays ont une mortalité par million d'habitants entre 250 et 300. À l'opposé, il y a eu des pays qui ont appliqué des méthodes traditionnelles médicales de blocage des épidémies, qui sont les méthodes qu'on appelle non pas de confinement, mais les méthodes d'endiguement. On ferme les frontières, on isole les malades sains des malades des gens sains. Et puis il y a les pays qui n'ont pas appliqué une politique sanitaire traditionnelle, qui est celle du confinement qui a été imposé en France, qui est un confinement policier à la chinoise, et qui ne repose sur aucun antécédent vrai historique médical. Ça repose sur les prédictions d'un mathématicien que j'appelle le mage Ferguson, car il a fait des modèles. Je ne critique pas la modélisation en tant que telle, je critique les modélisations dans des par John dans des sciences biologiques telles que la médecine, où elles n'ont donné que des résultats très discutables et en général des résultats biaisés. Car lorsqu'on fait un modèle, il faut lui donner des caractéristiques. Ces caractéristiques, dans les lois physiques, c'est relativement simple. On connaît les lois physiques, elles ne changent pas, elles sont immuables. Donc on peut reproduire le fait. C'est pour ça que la modélisation marche très bien dans les sciences dures, comme la physique, la chimie, l'aéronautique. Toutes les ailes sont faites par modélisation. Ou les bateaux, c'est pareil. Mais lorsqu'on touche à la vie, c'est imprévisible et ça s'adapte. Donc, lorsque vous faites une action, vous avez une contre-action. Évolution de Darwin. Et les modélisations ne sont pas efficaces pour l'instant sur de tels phénomènes. Plus exactement, si l'on reprend par exemple pour les épidémies, les modélisations qu'a fait Ferguson, car il n'y a pas son coup d'essai. Malheureusement, il a une liste de travaux catastrophique. Il a prédit d'ailleurs, c'est lui qui est à la base de la pandémie H1N1 qui avait tué au moins 150 000 personnes en France. Il y a eu 435 victimes.
Au Canada, il avait prévu qu'il y aurait 8000 victimes. Il y en a eu 500, moins de 500, et ainsi de suite. En Grande-Bretagne, il s'est occupé après de la crise aviaire, et il a fait une catastrophe. Sur les bovins, il a fait tuer 6 millions de bovins en disant que sinon, ce serait une épidémie incontrôlable. Et on s'est rendu compte après que c'était faux. Plus récemment, il a prédit des choses sur l'Ebola qui ne se sont pas révélées exactes, et ainsi de suite. Et alors là, il a fait une prédiction absolument apocalyptique, disant qu'il y aurait, si on ne prenait pas de mesures strictes, 10 000 morts en Grande-Bretagne, 2 200 000 morts aux USA, 70 000 morts en Suède et environ 500 000 morts en France. Et là-dessus, notre gouvernement a eu la stupidité de ne pas faire des calculs par des mathématiciens français. On l'a cru sur parole. Et on a cru sur parole le seul remède qu'il jugeait efficace, qui était l'enfermement policier de toute la population, indistinctement, les malades et les sains, tous ensemble, qui est quand même le meilleur moyen de propager l'épidémie. Donc, il n'est pas étonnant que nous ayons un bilan, et tous les pays qui ont fait la même chose, c'est-à-dire l'Italie, l'Espagne, la France et la Belgique, sont les 4 pays qui tiennent le record du monde de la mortalité par million d'habitants. Mais docteur, à quoi c'est dû finalement? Comment vous l'expliquez, vous, cette mortalité, cette surmortalité en fonction d'un confinement? Eh bien, alors, il y a des causes générales et des causes particulières. La cause générale, c'est que le fait d'enfermer les gens avec les gens malades, ça permet de contaminer les gens sains. Croire qu'on sépare une population de la source de virus parce qu'on enferme les gens chez eux est une vue de l'esprit. Car si on, à moins de murer les maisons et de laisser mourir les gens de faim, on est obligé de les faire circuler quelque chose, et circuler la nourriture. On fait un minimum de travaux. Et en particulier, dans le modèle Ferguson et dans le modèle qui a été après reprise par l'école des hautes études sanitaires, là, qu'on nous a raconté que ça aurait sauvé en France 60 000 personnes. Ils ont estimé que les soignants n'étaient pas les sources n'étaient pas des vecteurs d'épidémie. Ils ont estimé que les malades dans les hôpitaux ne pouvaient pas transmettre les épidémies puisqu'ils étaient dans les hôpitaux. Et ce genre de modèle est stupide. Il est très clair qu'en France, actuellement, ce n'est pas assez dit, mais c'est évident pour toute personne qui raisonne un petit peu, le principal risque était les transports en commun et les soignants. Et les gens qui vont au contact. Au contact, c'était aussi les policiers. Donc, soignants, policiers et toutes les personnes des transports en commun étaient les hauts lieux et les grands facteurs de contamination. Or, ces gens-là ont circulé, on a laissé les transports et le taux de contamination à la RATP a été important. Je connais personnellement des gens malades qui m'ont demandé qu'on les soigne, enfin, qu'on leur donne des conseils, puisque je suis retraité, je ne peux plus strictement, et je peux au moins donner des conseils de conduite. Donc, en enfermant les gens sains, avec les malades, puisque s'il y avait un malade dans la famille, on le renvoyait au domicile et on ne le traitait pas, ce qui est aberrant. Toute maladie infectieuse doit être traitée dès que reconnue. Donc là, oui. Le gouvernement a dit on ne traite pas les gens, on les renvoie avec les gens sains, donc on a contaminé tout le monde. Et les soignants, pour ça, ont été très efficaces. Alors, il y a eu aussi des choses stupides, mais qui n'étaient peut-être pas évitables, au moins au début. On a fermé les écoles. On a cru que la fermeture des écoles était importante pour stabiliser l'épidémie. C'était une erreur grossière. C'était simplement ignorer comment se transmet la maladie. On a appliqué, et Ferguson, le modèle qu'il a utilisé pour le Covid-19 et le modèle qu'il avait utilisé pour la grippe H1N1, avec le qui nous a été pour nous de 2 milliards, plus des paralysies liées au vaccin, inutiles, puisque nous n'avons eu qu'un nombre extrêmement réduit de morts, bien inférieur à celui d'une grippe ordinaire. Donc, il a utilisé le même modèle, et ce modèle suppose que l'épidémie passe pour 30% des cas par les enfants. Or, dans le Covid, nous sommes maintenant à plus de 3,5 millions de contaminations dans le monde entier. Et il n'y a pas une seule, je dis bien pas une seule observation vérifiée de contamination par un enfant, soit d'un autre enfant, soit d'un autre adulte. Le Covid ne passe pas par les enfants. C'est tout bête, mais c'est comme ça. Alors, je ne suis pas virologue, je ne suis pas chercheur, moi je constate seulement. Mais beaucoup d'hypothèses ont été faites, certaines parlant d'une charge virale plus basse chez les enfants. Un Allemand dit le contraire, mais tous les autres articles qui ont étudié la charge virale disent que la charge virale des enfants est plus faible que celle des adultes.
Une autre explication est que les enfants, et ça tout le monde est d'accord, ont beaucoup moins de signes que les adultes. Or, la maladie se transmet au moment où on éternue. Quand on tousse sur son voisin, on lui envoie plein de sillons, bien chargés en virus. Mais les enfants ont très peu de signes et toussent très rarement et n'ont pas besoin de soins. Donc, ils ne contaminent pas beaucoup les soignants puisqu'ils n'ont pas besoin de soins et ils ne contaminent pas les voisins parce qu'ils ne toussent pas. Donc, on peut parfaitement expliquer que les enfants ne contaminent pas. En tout cas, sur 3,5 millions qui sont connus dans le monde, aucune n'est à l'origine d'un enfant. Lorsqu'on a fait l'étude sur l'enfant des contamines, qui a été patronnée par l'INSERM, une étude très bien faite, où ils ont montré que cet enfant qui avait visité durant sa période où il était porteur de virus, donc excréteur de virus, il avait rencontré 170 personnes dans 3 écoles différentes, plus une école. Il n'avait contaminé personne. Et que même les gens qui étaient à son plus proche contact, ses frères et sœurs, il y en avait 2, n'ont pas été contaminés. Alors qu'en échange, il a repassé la grippe à plusieurs des contaminés. Parce qu'il avait aussi la grippe à un moment. Donc, l'histoire de fermer les écoles témoigne simplement de notre méconnaissance initiale du mécanisme de transmission de cette maladie et pas du tout d'une nécessité médicale. Docteur, et sur la question du traitement, l'hydroxychloroquine de Raoult, et d'ailleurs toute une série de médecins aujourd'hui, même il y a un collectif, le docteur Violaine Guérin notamment, a demandé à ce qu'on puisse traiter les malades dès les premiers symptômes. Quel est votre regard aujourd'hui, docteur Gérard de Lépine, là-dessus? Il est évident qu'il fallait utiliser la chloroquine, et c'est tout simplement et que les études de Raoult sont des études sérieuses. Alors, il faut bien se comprendre, il y a là 2 oppositions formelles entre le docteur et le chercheur. Moi, je suis un docteur, je suis là pour soigner les malades. Nous avons en face, dans le comité soi-disant scientifique, qui est surtout un comité de liaison des différents laboratoires et de leurs intérêts, dans ce comité, nous avons des gens qui se prétendent des chercheurs. Très bien, moi, j'ai rien contre la recherche, mais le devoir du métier est de soigner les malades et non pas d'essayer d'accumuler des connaissances au détriment des malades. Or, si l'on regarde l'essai de Discovery que j'ai critiqué en détail dans un billet d'Agoravox, c'était un essai stupide. C'est un essai stupide. Ils ont dit on a fait l'essai Discovery pour vérifier ce que raconte Raoult. Très bien, c'est la part d'un sentiment noble. Mais si on veut vérifier ce que dit Raoult, il faut faire comme Raoult. C'est-à-dire qu'il faut donner la chloroquine plus un antibiotique et le donner tôt. Alors dans l'essai Discovery, ils n'ont mis que les malades en phase terminale et ils n'ont pas donné la chloroquine et l'antibiotique, mais seulement la chloroquine. Et ils n'ont pas donné la chloroquine à la dose que donne Raoult, mais à une dose moitié moindre. Donc c'était manifestement fait pour justifier la chloroquine. D'ailleurs, heureusement, les malades ont compris. Je veux dire, malgré le fait qu'ils aient prévu une inclusion de malades n'ayant pas donné leur consentement, parce qu'ils avaient inclus dans l'essai Discovery des malades en réanimation et intubés. Donc on ne peut pas donner son consentement quand on est en réanimation et intubé. Mais là, ils les incluaient alors qu'on savait que c'est des malades qui vont mal. Et bien, malgré cette inclusion un peu forcée des malades en bout de course, ils sont très très loin de remplir leurs promesses. Bon, ceci dit est classique avec ce gouvernement, les promesses ne tiennent que ceux qui y croient. Mais ils avaient promis qu'ils donneraient les résultats en 15 jours. Actuellement, ils n'osent même pas dire qu'ils donneront un jour. Et on avait dit, j'ai écrit moi d'emblée, dès que j'ai eu les détails de l'essai Discovery, on les a eu assez tôt, c'est aux Américains. Parce qu'aux États-Unis, on ne peut pas publier un papier si on ne s'est pas inscrit avant l'inclusion du premier malade sur le site trial.gov, donc un essai, un site qui repère tous les essais qui sont réalisés en vue d'une homologation ou d'une publication. Donc, sur ce site, on avait les détails de l'essai que j'ai bien entendu scruté soigneusement, et il était clair que cet essai n'avait aucun intérêt et ne déboucherait sur rien. Malgré tout ce qu'on racontait, les gens qui, pour la très très grande majorité, sont extrêmement liés au laboratoire. Mais est-ce que c'est pour ça, docteur de Lépine, est-ce que c'est pour ça finalement qu'Olivier Véran et ce conseil scientifique finalement ne généralisent pas-ils l'utilisation de la chloroquine dès les premiers symptômes des gens qui sont contaminés? Bien entendu, si on avait voulu éradiquer l'épidémie, il fallait d'emblée, dès que les gens ont des signes,
donner de la chloroquine. Je ne sais pas s'il fallait en plus donner de la chloroquine aux gens qui étaient contaminés, qui n'avaient pas de signes. J'en sais rien. Là, il y a un essai qui, lui, est tout à fait intéressant, qui est celui que fait l'assistance publique en ce moment sur son personnel uniquement, sur son personnel volontaire. Donc, cet essai répond aux critères éthiques des essais chez l'homme. Et lui, il prévoit de donner de la chloroquine à la moitié des gens qui rentrent dans l'essai et pas aux autres. Et comme ça, comme les soignants sont quand même exposés à un grand risque de contamination, voir si l'aspect de prendre de la chloroquine protège de la contamination. Ça, c'est un essai intéressant et j'attends avec impatience les résultats. Mais malheureusement, comme l'épidémie est en train de disparaître actuellement, très clairement, oui, c'est la question que j'allais vous poser, docteur, là-dessus. C'est la question que j'allais vous poser sur effectivement sur l'épidémie, parce que vous aviez Raoul qui le dit, il y a le professeur Toussaint aussi qui l'a dit récemment sur je crois CNews ou LCI d'ailleurs, qui a créé polémique. Il y a le docteur Violaine Guérin qui a commencé à dire que c'était une forme en cloche et que comme tout ce genre de pathologie, ce genre de virus, à un moment donné, allait s'éteindre de lui-même. Vous y souscrivez, vous, à cette théorie? De plus en plus de médecins qui le disent. Alors, je m'excuse, moi je ne suis pas prophète et je ne crois pas à des théories. Moi, je regarde les faits, j'analyse les faits. Je peux conclure des faits analysés, et j'ai des courbes qui le démontrent, que l'épidémie est en train de disparaître. Donc, je confirme les prédictions de M. Raoult et aussi des Singapouriens et de pas mal d'équipes dans le monde qui ont dit ça est en train de chuter. Moi, sur les faits observés, sur le nombre de nouvelles contaminations journalières, non seulement en France, mais aussi en Allemagne, et aussi en Italie, et aussi en Espagne, mais aussi donc dans des pays confinés. Donc vous allez me dire, c'est le confinement qui fait disparaître. Non, c'est pas vrai, parce que dans les pays qui ne sont pas confinés, ça baisse aussi. Et en particulier, les Pays-Bas, c'est tout à fait caractéristique. Ils n'ont pratiquement rien fait, sauf fermer les bordels et le coffee shop. Eh bien, eux voient l'épidémie disparaître aussi. Alors, il suffit pour ça de regarder le nombre de contaminations journalières dans chacun des pays depuis début avril et jusqu'aux derniers chiffres connus qui sont le 7 mai. Et l'OMS publie ça tous les jours. Donc j'ai pris tous les chiffres de l'OMS. J'ai fait des calculs de statistiques qui s'appellent très simplement la régression linéaire, donc quelque chose de tout, le coefficient de corrélation linéaire. C'est quelque chose de tout à fait élémentaire pour les gens qui ont fait des statistiques. Et le coefficient de corrélation linéaire est dans tous ces pays positif à 1 pour 1000. Donc on sait qu'on a moins d'une chance sur 1000 de se tromper en affirmant que l'épidémie est en voie d'extinction. Mais alors, comment expliquez-vous, docteur? Comment expliquez-vous, docteur? Effectivement, je vais vous poser la question. Qu'aujourd'hui, on soit confiné là dans nos appartements, on essaie d'aller à la recherche de masques parce qu'il faut absolument des masques pour sortir. Le gouvernement nous dit si vous vous tenez pas correctement, attention, on vous reconfinera directos. C'est que ça vous inspire quoi quand vous entendez ça, docteur, vous? Moi, je trouve que c'est une très mauvaise plaisanterie. Enfin, comment peut-on croire un gouvernement qui nous a affirmé pendant un mois que les masques ne nous servent à rien pour après nous obliger à les porter? Il y a quand même quelque chose d'assez étrange dans cette conduite. Comment peut-on croire un gouvernement qui affirme que les tests sont essentiels alors que les tests, il nous a dit pendant à peu près la même durée qu'on ne pouvait pas en avoir et que brutalement il va en avoir? Alors, je les rassure, nous aurons suffisamment de tests. Car ce qu'on veut, c'est tester les gens qui ont été infectés et les contacts. Comme il n'y a pratiquement plus d'infectés, les derniers chiffres, c'était 300 hier en France, il y a effectivement très peu de contacts, et donc il y aura suffisamment de tests. Mais tout ça, ça ne sert à rien. On pouvait faire le diagnostic de Covid sans les tests. Et je dois dire que les Chinois, d'ailleurs, l'ont fait. Il se trouve que cette maladie a quand même des signes pathognomoniques, c'est-à-dire qui sont tout à fait spécifiques et qu'aucune autre maladie ne donne. C'est le fait de ne plus pouvoir sentir, de ne plus avoir d'odorat ni de goût. Les gens qui nous ont contactés avec des soucis avaient tous ce symptôme. On n'a pas vu des milliers comme M. Raoult. Nous ne sommes plus médecins qui officions, c'est donc seulement des amis qui nous demandent conseil. Mais sur les 5 cas que nous avons eus, que nous avons suivis, et qui nous donnent des nouvelles très régulières, ils ont tous commencé par la perte de l'odorat et du goût. Donc, on pouvait très simplement dire, si vous avez une perte brutale de l'odorat et du goût, vous êtes, selon toute vraisemblance, porteur du virus, et il faut vous éloigner de tous vos voisins. Il faut aller dans un hôtel où il n'y aura que des gens qui ont le virus. Et le temps que la charge virale disparaisse, alors si on avait pu prendre la chloroquine, ça ne pas duré plus d'une semaine. M. Roux l'a démontré.
sans chloroquine, il faut attendre 15 jours à 3 semaines. Donc, si on voulait faire disparaître l'épidémie, c'était relativement simple. Il fallait séparer les porteurs de virus des autres et donner aux porteurs de virus la chloroquine tout de suite. Et on n'aurait pas eu de cinéma et on n'aurait pas eu de catastrophe économique qui s'annonce et qu'on va subir pendant des années et dont la responsabilité incombe directement à nos gouvernants. Mais docteur, vous pensez que c'est l'amateurisme, vous, de votre côté, très sincèrement, parce qu'on a du mal à comprendre, parce qu'on nous met dans un état de panique absolue en disant ne sortez pas, si vous sortez, mettez les masques. Non, alors, quand on va dans des transports en commun bondés où on est sur le voisin, qui peut-être vous crachera dessus, mettre un masque est certainement une précaution logique. Je ne sais pas si elle est efficace, mais en tout cas, c'est logique. Mais voir des gens dans la rue se promener tout seul avec un masque, c'est d'un ridicule achevé. Voir des sportifs faire du vélo avec un masque, c'est ridicule et en plus, c'est dangereux. Parce qu'on respire mal avec un masque. Les personnes âgées, je suis un chirurgien. Donc, toute ma vie, j'ai porté un masque quand j'opérais pour ne pas contaminer mes malades. Et comme chirurgien orthopédique, j'avais même 2 masques. J'avais le masque, la bavette habituelle en papier, et en plus une bavette tissu par-dessus. Parce que nos blouses orthopédiques sont un peu plus renforcées que les blouses ordinaires des chirurgiens digestifs. Donc, je peux vous dire, un masque, ça ne se porte pas toute la journée. Ça ne se porte pas quand on est en voiture. C'est d'un ridicule. La voiture est un merveilleux masque. Donc, mais il n'y a aucune raison d'en parler. Des masques lorsqu'on est dans la promiscuité, oui. Surtout si dans la promiscuité, on ne sait pas qui est autour de vous et s'il y a peut-être des porteurs de virus, oui. Mais dans toutes les autres circonstances, c'est totalement ridicule. Mais peut-être faut-il que nos policiers puissent dresser des procès-verbaux pour remplir les carnets un peu vite depuis qu'on a interdit aux voitures de circuler. J'en sais rien. Donc le masque... Pour vous, derrière, il y a une manœuvre politique finalement du confinement ou du déconfinement avec ces lois d'urgence. Pour vous, il y a une manœuvre politique derrière en fonction en plus de cette loi d'urgence sanitaire qui a été prorogée jusqu'à fin juillet. Alors, je ne sais pas si c'est la stupidité ou la mauvaise foi. Parce qu'il y a les deux. Il y a des mesures totalement stupides. Là, c'est vraiment le désir d'humilier la population. Demander une autorisation écrite. Moi, j'ai été contrôlé. On a failli vouloir me mettre une contravention parce que je me promenais avec mon épouse et que nos 2 attestations étaient sur un seul papier. Non, mais comme si ça avait un intérêt sanitaire de couper en 2 une feuille de papier. On a sanctionné une personne de 90 ans qui, ne voulant pas laisser son mari mourir tout seul dans l'EHPAD, était allée devant la vitre de la chose. On a sanctionné une vieille personne qui, étant bloquée sur une île où elle avait eu le malheur d'arriver au moment où on a décidé que tout serait bloqué, s'était promenée sur la jetée juste à côté de sa maison. Et elle s'est d'ailleurs, quelques jours plus tard, suicidée en se jetant dans la mer de cette... Donc, on est arrivé à des summums de conneries. On a envoyé des drones traquer les terroristes qui allaient se promener tout seuls dans les forêts des Vosges. On a adressé des contraventions à des gens qui avaient un trop grand jardin, une grande propriété, qui s'étaient éloignés de leur maison. Est-ce que cela avait un intérêt sanitaire? Non, c'est parfaitement stupide. Le fait d'interdire aux propriétaires de monter sur leurs chevaux, je veux dire, c'est tout seul, j'entends bien. Il n'est pas question d'avoir... Le cheval, lui, n'a pas été porteur de virus de Covid, elle ne le transmet pas. Et les chevaux ont besoin de sortir, sinon ils meurent à petit feu. D'ailleurs, comme les prisonniers. Je vous rappelle que dans les prisons, s'il y a l'autorisation de la cour, c'est pour des raisons sanitaires évidentes. Nous savons que lorsqu'on enferme un homme en permanence, il devient fou. Donc, et d'ailleurs, les folies se sont rencontrées. Dans le 93, il y a eu plusieurs cas de psychose aiguë. Je suis Covid, avec des agitations dramatiques. Donc, alors, il y a donc une part d'amateurisme, de stupidité. Et puis, quand vous donnez le pouvoir à des gens, même si la majorité de nos policiers sont des gens sains et respectueux des lois et de leurs concitoyens. Il y a une petite minorité, comme chez les médecins. Il y a aussi les médecins qui tuent leurs malades par plaisir. L'euthanasie, ça repose parfois là-dessus. Eh bien, chez les policiers, il y a des gens qui sont tellement imbus du pouvoir qu'on leur donne, qui dépassent, qui bavent. Et malheureusement, faire des lois stupides aboutit à des bavures obligatoires. Donc, il y a une part de stupidité. Mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir que le mathématicien mage Ferguson croyait tellement à ses prédictions qu'il ne les a pas appliquées à lui-même. Il vient d'être démis de ses fonctions, j'espère que vous le savez,
parce qu'il avait... Non, vous me l'apprenez, docteur. Vous me l'apprenez. Ah bon, bah alors, lisez la littérature, les journaux anglais, vous amuserez, parce que c'est une histoire croquilonesque. Il a attrapé le Covid. Et durant sa convalescence, alors qu'il était toujours contagieux, il n'a pas résisté au besoin de faire venir sa maîtresse, qui elle n'était pas contagieuse, pour faire quelques prestations amicales. Tarifé. Sa maîtresse. Ah oui, amicale, pardon, c'est ta maîtresse, pardon. Non, je n'ai pas. C'est sa maîtresse habituelle. Mais c'était une rupture quand même extrêmement nette du confinement qu'il a imposé dans plein de pays. Et je veux dire que dans les pays anglo-saxons, quand même, ils sont un peu plus raisonnables. Le ridicule tue quand même la fonction. Donc, il a été démis de ses fonctions pour cette affaire. Mais ça donne quand même une idée de la croyance qu'il a en ses propres prédictions. Alors, pour la petite histoire, je rappelle qu'il avait prédit qu'on aurait 500 000 morts en France si on ne lui obéissait pas aveuglément, ce qu'a fait Macron, mais que les Anglais, eux, sont un peu méfiés. Et avant de prendre des mesures, les députés anglais ont exigé de l'entendre en commission, devant la commission des sciences des parlementaires anglais. Et là, il a dû reconnaître, 15 jours après sa prédiction apocalyptique, 15 jours après qu'il ait fait peur à Macron, et il a dû reconnaître que oui, j'avais prévu 500 000 morts en Grande-Bretagne, mais c'est un peu exagéré, il y en aura peut-être 20 000. Et puis sur ces 20, c'est vrai que la moitié serait morte de toute manière dans l'année parce qu'ils avaient trop de comorbidité. Vous vous rendez compte, 15 jours après avoir ce log-là de l'économie française et de beaucoup de Français confinés, il avouait en public que ses prédictions étaient extrêmement exagérées, parce que de 500 000 à 20 000, même, on peut se tromper un peu en mathématiques, mais ça fait beaucoup. Je trouve que l'addition est vraiment très lourde. Or, je ne suis pas sûr que ce soit par une totale innocence. Les prédictions, on leur fait dire ce qu'on veut à l'ordinateur. Ben oui, il suffit de changer les hypothèses. Par exemple, vous admettez que le taux de contamination est de 3 au lieu de 2. Par exemple, vous admettez que la mortalité est de 4 pour 100 au lieu de 1 pour 1000. Et là, vous pouvez multiplier par 20, par 100, par 2000 le résultat obtenu. L'ordinateur ne fait que rendre ce qu'on lui a mis dedans. Comme disent les Américains, pour ceux qui comprennent, shit in, shit out. Lorsqu'on met de la merde dans l'ordinateur, on reçoit de la merde. Bon, c'est bien connu depuis toujours. Et simplement, l'ordinateur confère certaines médailles, une qualité indiscutable, un aspect scientifique qui peut tromper les gens qui croient au virtuel et au point 3 ou 4, à la version du virtuel. Et là, en fait, c'est des boules de cristal. Ils répondent exactement à ce que vous donnez. Alors, Ferguson n'a pas été le seul à faire des prédictions assez stupides et finalement assez amusantes lorsque vous savez les décoder. Nous avons eu une très belle étude de l'école supérieure sanitaire là, en France, enfin de nos futurs administrateurs de santé, qui rend d'ailleurs assez inquiet, disant que le confinement en France avait sauvé 60 000 personnes. Bon, je veux bien. Sauf que lorsqu'on étudie leur base d'hypothèses, elles sont fausses. Et lorsqu'on étudie leur probabilité, puisque tout ça repose sur la probabilité, on se rend compte que les écarts types sont tels que leurs conclusions sont totalement incertaines. Et alors, le plus drôle de tout, c'est qu'ils avaient oublié qu'ils avaient fait une prédiction 15 jours avant. Le 15 mars, ils ont fait une prédiction disant que si on ne prenait pas de précautions, il y aurait au moins 10 morts en France. Et un mois plus tard, il faut une prédiction disant qu'on avait sauvé 60 000 grâce au confinement. Alors, qui faut-il croire, la première ou la deuxième prédiction? Bon. Manifestement, la prédiction a été utilisée dans un but purement publicitaire de justification du confinement à la française. Si l'on compare nos taux de mortalité à celui de ceux qui n'ont rien fait, tels que la Suède a 50% de mortalité de moins que la France. Donc, si on ramène à l'échelle de la France, le confinement a été responsable d'environ 9 à 10 000 morts supplémentaires que rien. Ah oui, ça c'est... Vous le pensez, vous? Ah ben, non, c'est pas je pense, c'est l'examen des faits. Vous avez la France et la Suède. Ce sont 2 pays européens. Ils ont des systèmes de santé à peu près proches. Nous avons en France un peu plus de 25 000 morts.
Je pense que lorsqu'on aura fait le détail des EHPAD, on arrivera à 30 000. Je reste comme l'épidémie en train de se terminer, je pense qu'on ne dépassera pas les 30 000. Vous avez en Suède un nombre de morts rapportés à leur population qui correspondrait, si c'était à la population française, à 18 000 morts. C'est-à-dire que la France fait 50% de morts de plus par habitant que la Suède. Donc, ces morts, cette surmortalité est directement liée au confinement. Il n'y a rien qui nous sépare de plus d'autres. Sauf qu'on peut toujours inventer que les Suédois, c'est des descendants de vikings, que c'est des gens beaucoup plus solides que nous, qui n'ont pas été dégénérés par les Italiens. Enfin, je ne sais pas. On peut inventer toutes sortes de choses. Mais tout ça, c'est l'hypothèse. Je me réfère au fait. Tous les pays qui ont fait le confinement à la française ont les taux de mortalité records. Les pays qui ont fait non pas un confinement policier tel que nous subissons, mais la séparation des sains et des gens malades ont des taux. Alors eux, ils sont, si on rapporte à ce qu'a fait l'Allemagne, là nous sommes à non pas 8 000 morts de plus, mais 20 000 morts de plus. 22 000 morts de plus. Et docteur, quand on vous dit attention, si vous faites n'importe quoi, si vous sortez pas les masques, on va avoir une seconde vague. On sent on attend la seconde vague. Certains, là, Olivier Véran nous dit attention, la seconde vague va arriver. Si vous n'êtes pas suffisamment responsable. Alors, Monsieur Véran est un médecin. Donc, s'il dit cela, ce n'est pas par ignorance, c'est vraisemblablement par mauvaise foi. Je dis bien ce n'est pas par ignorance, parce que la différence entre les médecins, c'est théoriquement, ils connaissent l'histoire des épidémies. Or, dans l'histoire, il n'y a pas d'épidémie virale qui remarche comme ça en deuxième vague. La deuxième vague, ça vient de la prédiction de Ferguson. Alors, vous savez que cette prédiction a été tenue secret défense. En France, on n'a pas pu la consulter. Les députés ont voté la loi d'urgence sanitaire sans avoir en main le détail de la prédiction de Ferguson, sans avoir pu faire vérifier ces chiffres par un Français, par une équipe. On a quand même des équipes en France qui sont bonnes en maths. Il me semble même qu'on a eu la médaille fine, il n'y a pas très longtemps, qui est l'équivalent du prix Nobel mathématique. Et que c'est même un ancien député de La République En Marche. On aurait pu lui demander son avis, par exemple, ou à l'INSERM. Donc, si monsieur Véran n'a pas l'excuse de l'ignorance, donc comment se fait-il qu'il peut se fier à une prédiction d'un mage plus que douteux d'après ses antécédents, d'après ses prédictions précédentes qui ont tous échoué de manière scandaleuse, alors qu'il a la connaissance du traitement classique des épidémies. Donc, lorsqu'il agite la seconde vague, c'est uniquement pour faire peur aux gens et pour essayer d'imposer, si par malheur on avait quelques cas qui reviennent, un nouveau confinement, parce que le confinement est manifestement des visées politiques directes. Je suis enquiquiné par cette population qui se remue, je confine et je suis tranquille. Ah, le bonheur de la dictature. Et la dictature, c'est sur la peur. Ceci vous appartient, cher docteur, mais pour en revenir à ça, oui, ça effectivement, on peut en discuter, mais je voulais vous poser la question. On se rend compte aujourd'hui que depuis le premier cas Covid finalement en France, c'était le 27 décembre. Donc, un de vos confrères hier sur un plateau de chaîne Info Mainstream disait que il y aurait pas de deuxième vague puisque le virus était déjà là depuis décembre, qu'il n'y avait pas eu de mesures particulières de confinement, si ce n'est mi-mars. Donc, on pourrait accréditer effectivement cette observation des faits en disant que la seconde vague n'existe pas, surtout dans des cas d'épidémie virologique. Mais elle n'existe jamais. On nous enquiquine toujours avec la grippe espagnole et la seconde vague mortifère. Sauf que la seconde vague n'était pas vraiment une vague de virose, mais d'infection bactérienne. Et les infections bactériennes, depuis qu'on donne les antibiotiques, ça n'est plus un problème. Même si les cas particuliers peuvent échapper. Mais ça n'est pas un problème d'épidémie, en tout cas. Et d'ailleurs, il faut bien remarquer que dans le protocole Raoult, l'antibiotique est quand même omniprésent. Donc peut-être que c'est en agissant sur les bactéries qui succèdent à l'infection virale qu'il réussit à obtenir de si bons résultats. Donc, il ne faut pas avoir peur de la seconde vague. C'est un fantasme, c'est un scénario de film catastrophe qui est très commode pour les gouvernants qui essaient de nous manipuler depuis le départ. Qui éventuellement sont de bonne foi d'ailleurs,
eux-mêmes affolés par les prédictions d'un mage. Mais c'est dommage que notre politique sanitaire repose sur des prédictions apocalyptiques et non pas sur des faits réels. Alors, cher Alors, docteur je Delépine, rajoute pour essayer de oui, dire que les allez-y. gens sont de mauvaise foi. C'est que le mage était quand même payé à la fois par Bill Gates et par l'OMS. L'OMS étant elle-même payée pour 20% par Bill Gates. Or, depuis toujours, Vous pouvez nous Gates expliquer, est l'apôtre docteur, vous pouvez nous expliquer votre idée c'est là-dessus entre merveilleux. Gates et l'OMS et Ferguson? Vous pouvez nous dire rapidement quel rapport faites-vous entre les trois? Le rapport est simple. Ferguson, enfin plus exactement, son équipe de l'Imperial College est mandatée par l'OMS depuis plus de 10 ans, depuis de 15 ans je crois, pour étudier le devenir possible des épidémies. C'est pour cela qu'on a eu le droit à la pandémie H1N1 qui n'était qu'une grippette. C'est déjà Ferguson et l'OMS. Hein. Quant à la recherche de la pandémie qui permettra de créer un gouvernement mondial, d'imposer un gouvernement mondial, ça a quand même été l'objet de maintes et maintes scénarios, dont le dernier a eu lieu à New York il y a 3 mois, juste avant. Donc, on a monté en épingle par les médias, à force de médias, d'un matraquage sans comparaison, une épidémie qui a fait beaucoup moins de morts dans le monde que la grippe ordinaire et beaucoup moins de morts en France que la grippe de Hong Kong. Hein, on l'a oublié, mais elle était. Et la grippe de Hong Kong a simplement fermé les écoles en France, rien de plus. C'est pas si. Je suis un vieux monsieur. Peut-être que grâce à ça, je me souviens, puisque ça date quand même effectivement de 58. Donc c'est un petit peu ancien. Mais donc, les épidémies ont déjà eu lieu en France. Elles n'ont jamais eu de deuxième vague. La première vague a été mortelle et davantage que le Covid. Et là, avec le Covid, on nous enferme pendant 2 mois des gens innocents et des gens, je suis peut-être un peu plus sensible aussi à cause de mon âge, enfin, je ne voulais pas mourir enfermé parce que je n'ai pas été coupable de rien. Et je suis un fils de la Révolution française et la liberté, pour moi, c'est le bien le plus essentiel à l'être humain. Alors, j'ai deux petites questions encore. Oui. J'ai 2 petites questions encore, mais on vous dira, vous savez bien que les âmes chagrines vont vous dire, docteur, oui, mais la moitié de la planète est confinée, donc ça doit avoir manifestement un intérêt le confinement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça prouve que nos dirigeants sont très crédules, ou alors qu'ils sont bien proches de Bill Gates et de l'OMS. Ça ne prouve pas qu'ils ont raison. Les faits, toujours les faits. Les gens qui ont confiné ont des résultats catastrophiques. Alors, les gens qui croient à la Bible dire que c'est la revanche de la pauvreté. Les pays pauvres ont été épargnés par cette mortalité du Covid. Alors, en Afrique, il est très caractéristique que les pays qui ont été épargnés, c'est ceux dont les populations prennent de la chloroquine tous les jours à cause du paludisme. Les zones d'impaludation, où le paludisme suffit, ont des taux d'infants Covid absolument ridicules. D'autre part, les pays du Maghreb, enfin les pays du nord et du sud de l'Afrique, qui eux n'ont pas d'infestation paludéenne, donc qui eux ne prennent pas de chloroquine, ont été touchés au début par le Covid, et heureusement, en prenant de la chloroquine, ils ont pu mettre fin à l'épidémie. C'est le cas du Maroc. L'exemple du Maroc est très caractéristique, et l'exemple de l'Algérie aussi, où là-bas, la chloroquine a été instituée et l'épidémie a vraiment disparu. Donc, le fait que beaucoup de gens fassent des conneries dans différents pays du monde ne prouve pas que la position est juste. Regardons leurs résultats. Et leurs résultats sont partout mauvais. Alors, dernière question, docteur. On vous remercie d'avoir pris ce temps pour répondre à nos questions. Je voulais qu'on parle du professeur Didier Raoult. Vous n'avez pas l'impression quand même qu'il a été méprisé, Didier Raoult, dès le début, par déjà le parisianisme et surtout par une classe médiatique. On a entendu des choses sur les plateaux télé absolument indignes sur Didier Raoult. Non, il n'a pas été méprisé, humilié, traité de tous les noms par les journalistes. Il a été traité, humilié de tous les noms par des gens dont les intérêts étaient ceux des laboratoires qui voulaient vendre le remdesivir et des vaccins. Ne confondons pas. Ça n'a rien à voir avec le parisianisme et le fait qu'il était Marseille. C'est souvent qu'il était désintéressé par eux. D'autre part, je rappelle que maintenant circule une pétition pour une reprise de l'école sans toutes ces conditions humiliantes et
utile qu'on veut imposer aux maîtres. Hein. Les enfants ne transmettent pas le Covid, ni aux autres enfants, ni aux adultes. Il faut savoir que les adultes, eux, qui peuvent transmettre le Covid, mettent un masque. Ça, c'est normal, lorsqu'ils sont surtout au contact proche des élèves. Mais il faut laisser les enfants jouer, les enfants apprendre, et dans les conditions totalement normales, c'est strictement sans risque. Là, il a laissé ses écoles ouvertes et les enfants n'ont pas été contaminés. Donc, il y a une pétition qui circule. J'invite toutes les personnes qui nous entendent à signer cette pétition, une rentrée harmonieuse des classes sans risque et sans précautions stupides. Bon, merci beaucoup, docteur Gérard de Lépine, d'avoir répondu à nos questions. Ce fut un plaisir, comme d'habitude, avec du franc-parler, de la détermination. C'est aussi ça qu'on aime chez Putsch. Merci en tout cas. Passez, bien entendu, le bonjour à votre épouse, Nicole de Lépine, qui a répondu à il y a quelques mois. En tout cas, merci à tous. Vous avez été très nombreux pour la pétition. Je pense qu'on peut la trouver sur votre site, hein, docteur de Lépine. Tout à fait, Nicole de Lépine. Voilà, sur le site Nicole de Lépine. Voilà, vous pouvez. On vous met bonne journée à vous, docteur. Merci beaucoup Merci en tout cas. Grand entretien politique lundi soir avec Nicolas Dupont-Aignan. On se retrouve donc lundi soir à 18h30 d'ici là. D'accord. Le message est passé. Merci beaucoup. Bon, merci en tout cas. Passez un excellent week-end. Le lundi soir, on se retrouve pour le grand entretien politique avec Nicolas Dupont-Aignan, 18h30. Beaucoup d'invités la semaine à venir. On va souffler tout ce week-end. Et dès lundi soir, on revient. N'hésitez pas à liker, à partager ce live sur Facebook. Petit pouce bleu sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne qui vient de dépasser les 37 000 abonnés. Merci à tous. Merci encore à tous vos messages qu'on reçoit pour des invités, pour des demandes. Merci, n'hésitez pas. En tout cas, bon week-end à toutes et à tous. On se retrouve, nous, pour le jour du déconfinement le 11 mai avec Nicolas Dupont-Aignan. Il y a encore beaucoup de choses explosives. Salut, bye bye, vive la démocratie.